Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes de ce matin. Il n'y a pas de jour qui se passe sans que l'on soit sollicité par ces marchands de loto, par ceux qui veulent nous faire parier à propos des courses de chevaux ou à propos des matchs de football. Et même récemment, les murs de la ville de Bruxelles se sont ornés d'affiches vantant le rapport entre l'argent et la beauté. Tel sera le sujet de notre émission d'aujourd'hui, le jeu, ses plaisirs, mais aussi ses dangers. Je vous retrouve dans un instant après notre générique. Pour nous parler du jeu aujourd'hui, j'ai deux invités. Serge Minet, vous êtes psychothérapeute et vous êtes spécialisé un peu dans cette question. Vous êtes l'auteur de deux livres, l'un qui s'intitule « Le plaisir du jeu, entre passion et souffrance », ouvrage publié à Paris chez l'Harmattan, et un deuxième livre, « Du divan à la scène », dans quelle pièce je joue, ouvrage publié chez Mardaga. Et j'ai aussi invité à notre émission Madame Poupée-Bormand, qui est art thérapeute. Vous expliquerez tout à l'heure ce que cette dénomination veut dire. Et vous travaillez en connivence avec Serge Minet, notamment dans des aspects de dramatisation, mais nous en parlerons tout à l'heure. Serge Minet, le jeu est à la fois une question sociale et une question morale. Question morale, c'est évident. Est-ce que l'individu peut tirer profit de quelque chose qui n'est pas son activité, son travail, manuel ou intellectuel? Et puis, les dérives, les dangers, les douleurs sociales que le jeu entraîne. Alors peut-être pour commencer notre émission, quelle serait la définition la plus générale possible que vous donneriez du jeu? Qu'est-ce que c'est au fond que le jeu? La définition la plus simple, le jeu, c'est ce qu'il y a de plus sérieux au monde. Et je crois que c'est un petit peu paradoxal quand on voit d'abord le jeu qui nous a permis et qui permet à l'enfant de se construire socialement. C'est donc un espace important pour grandir, pour se socialiser, pour rencontrer l'autre. Et progressivement, on voit l'autre côté, l'autre versant du jeu, qui est le jeu, ce qu'on a appelé le jeu pathologique. Et c'est l'objet de notre rencontre. Et finalement, on se rend compte que le jeu pathologique, c'est-à-dire les jeux de hasard et d'argent, ont toujours été considérés par les moralistes, d'abord, comme étant un vice attentatoire à la morale, comme une prescription à l'éthique, comme une espèce de rejet de la noblesse du travail. Et pendant des siècles, le jeu était perçu avec le regard du moraliste. Et puis on a vu plus tard que le jeu avait été regardé par le juriste, par le droit, et quand bien même le droit s'est mêlé du jeu en organisant une loi au siècle dernier, en 1902, interdisant les lieux de débauche ludique, interdisant les casinos, et par ailleurs, les parquets généraux tolérant la création des casinos. Donc on était en plein dans ce qu'on appelle la perversité de la loi, qui va rejoindre, et on en parlera tout à l'heure, ce qu'est la maladie du jeu. Et finalement, aujourd'hui, depuis 1999, c'est à la fois le droit qui reprend le dessus en disant « nous légiférons sur le jeu », on a créé une commission des jeux, et par ailleurs, c'est la médecine aujourd'hui qui se préoccupe des malades du jeu. Voilà donc le chemin, avec un retour à l'éthique, simplement parce que nous nous interrogeons, nous, les cliniciens du jeu, de voir que sur un plan éthique, il y a une publicité hors jeu, quelque part, qui stimule le peuple à jouer, alors que dans le temps, le peuple était soumis à la protection du jeu.
Mais disons-le d'emblée, le jeu n'est pas une chose négative. On peut jouer solitairement, celui qui joue chez lui un morceau sur son piano, ou celle qui, le week-end, participe à des activités sportives. Ce sont des jeux qui enrichissent l'individu, qui enrichissent la personnalité. Jeu solitaire ou jeu d'équipe, ou jeu à plusieurs. Oui, ou jeu de compétition. Ou jeu de compétition éventuellement. Vous avez mis l'accent sur quelque chose qui est important dans l'aspect négatif du jeu, c'est l'argent. Oui. Parce qu'au fond, c'est la présence de l'argent qui va embrayer sur un aspect délétère. Il n'y a pas que l'argent, il y a le hasard. Et le hasard, cette espèce de grande divinité qu'on appelle aujourd'hui, certains de mes confrères appellent ça la peste sociale, les jeux. Parce que le hasard participe à cette espèce d'élection de celui qui va gagner. Et les jeux de hasard, à la différence des jeux d'adresse, je peux pratiquer autant que je veux des jeux de hasard et d'argent, je ne pourrai jamais devenir un bon joueur des jeux de hasard. Par contre, les jeux d'adresse, je vais apprendre à jongler, à jouer de manière habile et je vais me performer. Oui, mais le hasard n'est pas nécessairement quelque chose qu'il faut considérer comme négatif. Toute notre vie peut être faite de hasard. Nous rencontrons une compagne, elle nous convient ou elle ne nous convient pas. C'est un peu le hasard qui a joué. Nous exerçons une profession, nous avons reçu une formation assez générale. Oui. Nous exerçons une profession dans une institution, dans une entreprise. Ça peut être le hasard qui nous a conduit à entrer dans tel ministère ou dans telle grande compagnie. Donc le hasard n'est pas lui non plus nécessairement quelque chose de négatif, mais c'est ce cocktail. C'est l'association argent et hasard. Argent, jeu et hasard qui est négatif. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, le hasard, c'est celui vers lequel on va parce qu'on n'a plus d'argent, parce qu'on est dans une économie de pauvreté aujourd'hui. Je vois ce qui se passe aujourd'hui et un joueur me disait « J'ai peur pour les ouvriers de chez Volkswagen qui vont avoir des revenus qui vont diminuer. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller au casino, d'aller dans les salles de jeu pour essayer de se refaire une santé financière ?» Donc le hasard participe avec l'argent à une problématique qui est celle des jeux. Est-ce qu'on peut le dire que de toute façon, cette démarche est une démarche vouée à l'échec, que celui qui joue ne peut pas gagner? Est-ce qu'on peut le dire? Oui, bien sûr, in fine. Oui, mais il ne peut pas gagner. C'est l'État qui gagne avec ses impôts et c'est celui qui organise le jeu. Le propriétaire d'une salle de jeu, le propriétaire du loto, etc., etc. C'est toujours l'organisateur du jeu qui gagne et jamais le joueur, comme vous disiez, in fine. Le joueur peut gagner, c'est la problématique de la dépendance au jeu. Le problème, ce n'est pas de jouer, c'est de rejouer. Et l'on voit dans tous les patients qui ont un problème avec le jeu, ils ont gagné au début. Et fort de ce gain, on se croit l'élu du hasard. Et quelque part, être l'élu du hasard, c'est continuer à participer à cette forme de jeu. Alors l'État, on a vu l'exemple, si je me permets, avec la région bruxelloise, où le ministre-président a annoncé clairement qu'on diminuait les taxes régionales de la région bruxelloise parce que le casino de Bruxelles rendait tellement d'argent dans la manne publique. Alors, voilà les contribuables heureux absolument. Pour une fois parce que le casino ou les salles de jeu vont diminuer l'imposition fiscale du citoyen X et Y que vous êtes et que je suis. Alors c'est une interrogation sur le plan éthique évidemment que je ne me permettrai pas de juger moi dans ma qualité. Oui, parce que là c'est une proposition d'ordre politique. On nous dit voilà, on a créé un casino. L'aspect positif de cette création, c'est que le contribuable sera moins pressuré qu'avant, enfin un tout petit peu moins, j'imagine. Mais à quel prix? À quel prix pour les joueurs et pour l'entraînement au jeu aussi? Oui, à quel prix pour les joueurs? Et aussi, ça vous en parlez longuement dans vos livres, à quel prix pour les familles, pour les entourages des joueurs? Parce qu'il n'y a pas que le joueur qui est malheureux. Celui qui joue entre, vous l'expliquez bien, dans un système de mensonges et de manipulation qui est horrible pour l'épouse, pour les enfants, pour les amis, pour les collègues. Il y a, j'ose l'expression, une destruction sociale qui se produit, qui est provoquée par le jeu. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi? Mais je voulais quand même nuancer que ce phénomène de destruction sociale n'est pas
de l'ordre de tous les joueurs. Et je crois qu'il faut être très prudent aussi. Quelqu'un qui joue a un long parcours et qui a un long parcours de jeu peut à un moment donné basculer dans le jeu qu'on appelle problématique, voire le jeu pathologique. Et à ce moment-là, on entre parce que le mensonge est ce qui permet au joueur de pouvoir entretenir sa dépendance. S'il était incapable de mentir, mais il le dirait tout de suite qu'il a perdu de l'argent, il dirait tout de suite qu'il doit se refaire et qu'il cherche de l'argent pour jouer, mais il le cache. Et le mensonge contribue à installer la dépendance au jeu. Oui, bien sûr, nous ne visons pas ici toutes ces personnes qui sont des milliers, des dizaines de milliers en Belgique, en France et en Europe, et qui, le vendredi ou le samedi, vont acheter un ticket de loto qui leur coûte 2,50 €. Il n'y a pas là de danger social, évidemment, même s'il y a la promesse de quelque chose de faux, puisque nous savons que les chances de gagner sont de l'ordre de 1 sur 7 ou 10 millions. Oui. Et donc il y a un mensonge. Un billet, c'est rien. Le problème, c'est que ce n'est pas un billet. Le problème, c'est que la Loterie nationale, et vous la citez, qui organise des jeux de hasard et d'argent, lorsque le résultat est immédiat, je gratte mon billet, j'ai le résultat immédiatement, participe à l'engouement pour les jeux de hasard et peut stimuler le joueur à jouer davantage. Ça, celui qui a perdu en observant qu'il n'a rien reçu sur son ticket, va en prendre un, acheter un autre et un troisième et un quatrième. Un troisième, un quatrième, voire il achète des paquets. Par contre, le billet de loto traditionnel, je dois attendre 48 heures avant d'avoir le résultat. Ce n'est pas à ce moment-là encore un jeu dangereux. Vous vouliez intervenir, oui, parce que dans ce que Serge disait, il y a aussi pour le joueur cette notion qu'il a, c'est la pulsion et une certaine notion de plaisir. Et c'est là où on se trouve dans quelque chose de difficile. C'est parce que nous, maintenant, ici, avec cette distance, on en voit tous les aspects négatifs, mais s'il n'y avait pas quand même quelque part et pulsion et un plaisir... La prise de risque. La prise de risque. Et je crois quelque chose de l'ordre du plaisir... On se dit, non, mais je vais gagner, mais c'est autre chose aussi que je vais gagner. Oui, il n'y a pas que l'argent, il y a aussi... Excusez-moi de vous interrompre, là, vous dites, le plaisir, je vais gagner. Est-ce que le plaisir n'est pas, je suis en train de jouer? Oui. Je suis en train de jouer, le plaisir, on va plus loin. Le plaisir, c'est je suis en train de jouer, je suis dans ce qu'on appelle l'espérance du gain, et puis on entre dans la certitude de la perte. Et le plaisir se trouve au croisement des deux. Voilà. Et c'est là la jouissance du joueur. Et c'est là qu'on entre dans ce qu'on a appelé, et c'est Ehrenberg qui l'a bien déterminé, nous sommes dans la société de désinhibition. On se désinhibe, on prend les risques, on est dans la rapidité, on est dans le résultat immédiat, on est dans la jouissance, alors qu'on sort d'une époque victorienne qui était dans le contrôle, dans la frustration. Et aujourd'hui, tout est possible. Même le jeu peut me permettre d'être scandaleusement riche demain, dit la Loterie nationale. Mais je m'arrête sur un mot, excusez-moi de vous interrompre, je m'arrête sur un mot que vous venez de prononcer, vous dites il y a une jouissance. Il y a vraiment une jouissance? Il y a une jouissance, et quand j'entends les joueurs décrire cette jouissance, on la compare à la petite mort, ce qu'on appelle le thrill, peu importe. La petite mort, qui est le moment dans la jouissance de l'acte sexuel chez l'homme, le moment où il a atteint le paroxysme et il entre dans cette petite dépression, cette petite mort pour laquelle il faut attendre avant de réitérer l'acte sexuel. Par contre, le joueur est dans l'immédiateté. Il recommence cette même jouissance quelques secondes plus tard. Ah, elle est donc répétitive, ce que nous le savons bien. Oui. La jouissance sexuelle n'est pas... Chez les hommes, certainement pas, mais même pas chez les femmes. Non, il faut récupérer un petit peu. Bien sûr. Mais le joueur ne récupère pas. Il ne récupère rien, ni l'argent, ni rien. Il se remet tout de suite en état d'excitation, espérer gagner pour jouir de la certitude de perdre. C'est ça. Alors, vous êtes l'un et l'autre des psychothérapeutes. Vous avez pris en charge depuis de nombreuses années un grand nombre de ces personnes qui souffrent de cet état de joueur. Et vous avez un certain nombre, vous avez concocté, si j'ose dire, ensemble, un certain nombre de solutions. Mais avant d'en parler, ma première question, est-ce qu'il est possible de guérir celui qui est atteint de la maladie du jeu? Guérir, j'ai envie de dire non, c'est pas guérir. Maladie, j'ai envie de dire non, c'est pas une maladie, c'est une dépendance. Alors, qui dit dépendance veut dire aussi de rendre le sujet de sa maladie, entre guillemets. Donc conscient de sa maladie. Conscient de sa maladie, qui plus est le seul par lequel cette dépendance va s'arrêter. Et tout mon travail, c'est de ne pas aider quelqu'un, je suis incapable d'aider quelqu'un à arrêter de jouer. Par contre, dans un travail de préparatoire, de motivation,
c'est un travail initiatique qui va permettre au joueur, à un moment donné, de prendre une décision. Je prends la décision aujourd'hui d'arrêter de jouer. Et mon travail, c'est de lui donner les outils qui vont lui permettre de maintenir sa décision. Mais la décision lui appartient en propre. Mais si j'ai bien compris ce que vous faites, vous proposez une sorte de transfert d'un jeu à un autre jeu. Alors là, d'un jeu qui est tout à fait positif, oui, puisqu'il s'agit du jeu du théâtre, voilà, du jeu de la dramatisation. Expliquez votre ambition. Alors, à la fois, ça se rapproche, et là je vais passer la parole à Poupée, c'est passer du jeu pathologique au jeu dramatique, au drama. Et là, c'est un jeu, au contraire, un jeu constructeur, un jeu thérapeutique, qui est le jeu de théâtre. Oui, et où au théâtre, c'est le menteur qui dit vrai. Et donc, où on propose aux participants, où on propose à tous ceux qui font de la théâtrothérapie ou des ateliers théâtre, de rentrer dans un jeu, mais dans un jeu où le je, hein, tout en étant autre, est aussi soi. Et donc on est là dans cette double approche. C'est le paradoxe du comédien, ça. Tout à fait. On est là-dedans. Le jeu est un autre moi. Ouais, voilà. Mais où on peut peut-être se rapprocher aux jeux pathologiques, c'est que les joueurs pathologiques, c'est aussi par moments, ils te le disent bien Serge, c'est que à un moment donné, ça les prend tellement qu'ils ne sont plus eux-mêmes. Ils n'ont plus la capacité de revenir dans la réalité, de faire la part des choses entre l'imaginaire et le réel. La scène de théâtre est une scène circonscrite où on joue. Le casino, la salle de jeu, est aussi une scène qui est circonscrite où l'on joue, mais de manière pathologique, au point de ne plus avoir de contact avec la réalité. Oui, et où on n'est plus un menteur qui dit vrai, où on est simplement le vrai menteur. Le vrai menteur. Donc on retourne un peu la proposition. Et dans les scènes et dans le théâtre que nous proposons, c'est un théâtre symbolique, c'est un théâtre d'improvisation, et c'est un théâtre où on emmène les participants à petit prendre conscience de certaines choses d'eux-mêmes de manière à pouvoir devenir acteurs. Donc, on ne donne pas des solutions, on ne donne pas des recettes, mais on va à la découverte de ce que chacun est dans son inconscient. Et les scènes d'improvisation, c'est en plein l'émergence de l'inconscient. En fait, au moment où on propose un jeu, où on propose une scène, eh bien, on est en coulisses et on ne sait pas ce qui va se dire, on ne sait pas ce qui va se passer. Et la plus belle chose qui puisse arriver, c'est que ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se dit, surprend lui-même, donc par le jeu. On est toujours dans du jeu. On est dans du jeu théâtral, du jeu verbal, du jeu non verbal. Et par ce jeu-là, l'individu lui-même se surprend à pouvoir peut-être découvrir une facette autre que lui. C'est une manière d'être autre. Je crois que c'est le basculement entre les deux, entre le théâtre et le jeu pathologique. Je donne l'exemple de ce joueur qui entrait dans le casino. On le saluait comme étant professeur. On lui disait « Bonjour, monsieur le professeur de chimie ». Il était reconnu comme professeur de chimie. On lui donnait des devoirs des enfants à résoudre et il revenait au casino le lendemain avec les devoirs résolus. Mais le lendemain, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait le matin, il allait travailler à l'usine. Il n'était pas professeur de chimie, il était ouvrier dans une usine. Il n'avait jamais fait la licence en chimie, il avait fait les humanités. Mais la force de sa scène de casino lui permettait de jouer ce rôle de professeur et il en était ravi par ailleurs. Donc, il était dans l'état du comédien, il endossait un rôle. Mais celui qui est devant la table du casino est aussi un acteur, parce qu'on le regarde. Et je dirais, plus son enjeu est important, et plus il attire les regards. J'imagine que les gens qui jouent, qui risquent sur les tapis des sommes importantes, font l'objet de l'attention des autres joueurs ou des membres, des croupiers, etc., des membres du personnel des casinos. Oui, il est vu et quelque part il n'est pas regardé. C'est insupportable de regarder quelqu'un qui gagne ou qui perd. Mais il est présent par ce qu'il est en train de perdre. Ce qui est vu, ce sont les plaquettes. Ce qui est vu, ce sont les mains. Et un très beau roman, c'est les 24 heures de la vie d'une femme qui raconte l'histoire de ce joueur, cette femme qui tombe amoureuse des mains d'un joueur et qui, au bout des mains, rencontre un corps et voit un homme dont elle tombe éperdument amoureux et qu'elle veut sauver. Par ailleurs, l'histoire, donc 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig. C'est intéressant à lire pour comprendre l'histoire du jeu. Donc, au bout du compte, il y a une grande solitude du joueur. Les autres participent de la même solitude aussi. Est-ce que les proches d'un joueur, l'épouse ou l'époux, les enfants, etc., est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour sortir le joueur
de son état? Est-ce que ça peut servir? Est-ce que l'aide des proches peut servir? Parce qu'on dit souvent, le joueur se perd lui-même, mais perd tous ses proches. Par le mensonge qu'il instaure dans la vie quotidienne, etc. Est-ce qu'il y a un espoir? Je veux dire, parlons aussi ici, pour les personnes qui nous écoutent, dont le mari, dont l'épouse joue, et qui se disent peut-être, est-ce que je vais en sortir? Est-ce que je vais l'aider, elle ou lui, à en sortir? Heureusement, oui, vas-y. Je voudrais d'abord dire une chose, je crois que dans un premier moment, la famille, les proches, les enfants, la femme ou les amis ne se rendent pas toujours compte qu'on est dans du jeu pathologique. Je crois que ça, c'est la toute première chose. Donc, que peut-on faire si on a un papa qui joue, si on se rend compte qu'on a un frère qui joue, si on a un mari qui joue? Le jeu, un peu, oui, mais je crois que le joueur est un menteur et il a une manière quand même de mettre les choses en place. Ce sont des véritables scénarios. Hein? Mais il n'y a pas que le joueur, là. On dit aussi que l'alcoolique est un menteur. Il y a la manipulation de l'alcoolique par rapport à sa famille. Et peut-être dans d'autres situations de la vie, il y a d'autres types de manipulation. À la différence de l'alcoolique, on atteint ici un problème économique et financier. Et d'une certaine façon, l'épouse du joueur va participer à ce mensonge, à ce silence. Il ne faut pas qu'on sache à l'extérieur qu'il y a un endettement. Il faut payer les dettes, il faut payer les loyers. Donc la femme va s'associer involontairement parce qu'il le faut. Et soutenir. Le soutenir et rendre un mauvais service, finalement. L'exemple, c'est cette femme qui ne sait pas payer le loyer, qui téléphone à sa mère en disant « il me faut absolument 500 € pour payer le loyer », alors que le mari a joué les 500 €. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle transfère l'argent, finalement, du loyer en l'associant au jeu, à l'argent du jeu. Alors ce que je dis aux épouses, moi je dis deux choses en général. La première chose, vous n'êtes peut-être pas, si vous voulez aider votre mari, arrêtez de l'aider. Arrêtez de l'aider comme vous l'aidez peut-être aujourd'hui. Et on travaille là-dessus, on discute ensemble de la manière, non pas pour discriminer l'action de la femme, mais pour essayer de dédramatiser aussi. Et par ailleurs, ce que nous disons aussi, protégez-vous, vous, des conséquences du jeu. Non pas qu'il faille que le couple se sépare. D'abord, c'est impossible. Il y a une telle union dans le couple, un tel amour dans le couple, qu'il faut apprendre à ce que chacun puisse prendre ses responsabilités, le joueur en premier lieu. Vous vouliez dire quelque chose, Poupée Bornemann, et je vous ai interrompu tout à l'heure. Mais j'ai oublié. Je suis partie dans le discours de Serge et oui, mais il y a... Je peux revenir un tout petit peu en arrière. C'est par rapport au plaisir. Et que, à ce moment-là, j'avais comme idée qu'on était très fort dans ce qu'on appelle le petit enfant, le principe de plaisir et le principe de réalité. Et je crois que le joueur a oublié le principe de réalité. Et il est dans le principe de plaisir. Et nous, au théâtre, on est en théâtre-thérapie ou avec les patients, on est dans quelque chose où on dit oubliez la réalité et revenez dans le principe de plaisir, parce qu'au théâtre, on recherche quelque chose de très jubilatoire aussi. Et donc j'étais dans ce double, dans l'inversion des données qui est, attention aux joueurs, vous êtes dans le principe de plaisir alors qu'il y a un principe de réalité, et que nous, dans cette démarche inverse où on dit le nombre de fois où en théâtre on dit retrouve l'enfant en toi, joue dans la simplicité, dans ce qui arrive ici et maintenant, et on inverse, on dit oublions le principe de réalité, venons au principe de plaisir pour après en faire une parole, parce que pourquoi on dit du divan à la scène, c'est que quand même dans nos jeux de théâtre et dans toutes nos formations, il y a une parole analytique, une parole après le jeu, et que là, on passe du plaisir à la réalité. Et chez les joueurs pathologiques, on refait le chemin dans l'autre sens, on repasse de la scène au divan. Et quand j'ai un joueur dans ma consultation, mon premier travail, c'est de réinstaurer les règles de la réalité. L'heure, les rendez-vous. Pour le joueur, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de temps, il n'y a pas de loi. Il n'y a plus de loi. Ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Il n'y a plus de loi. La seule loi qui compte, c'est la loi du hasard. On en parlait tout à l'heure en début d'entretien. Mais cette loi du hasard, il n'y a pas de loi. Le hasard n'a que des caprices. Et le joueur se reconstruit une réalité en dehors de tout, des règles et des lois. Donc on lui apprend, moi je lui apprends simplement, si tu as rendez-vous à 17h, tu es là à 17h, voire à 17h10. Au-delà, tu n'es pas dans le rendez-vous, tu es en dehors du contrat thérapeutique. Donc c'est réapprendre la notion de contrat social, bien souvent avec les joueurs aussi. Donc vous pratiquez, au fond, si j'osais dire, un mécanisme de substitution. C'est une thérapeutique relativement fréquente
en psychologie, il n'y a pas que dans le phénomène du jeu, c'est aussi dans le phénomène amoureux, pour les questions de jalousie, etc. C'est aussi dans d'autres types de thérapeutique. Mais ce qui est original, ce que je retiens comme très original dans votre pratique, c'est ce théâtre. Hein, ce théâtre où, au fond, on fait endosser à quelqu'un un autre rôle. Oui, non, vous n'êtes pas d'accord. On ne le fait pas endosser, puisqu'on est dans du théâtre d'impro, on n'est pas dans le théâtre. Ah oui, on est dans un théâtre d'improvisation. On ne va pas dire, oui, d'accord. tu es Monsieur Jourdain et ça c'est toi. On l'a fait. On a monté des spectacles, on travaillait en prison pour aider les détenus comédiens à se réinsérer socialement. On créait des groupes sociaux avec le théâtre et là on montait des spectacles où chacun se mettait dans la peau d'un personnage sur une structure théâtrale bien organisée à ce moment-là. Mais le théâtre, effectivement, participe à oser jouer un autre pour redevenir soi, pour trouver dans un personnage qui n'a pas mon tempérament, mon caractère, et par le prétexte du théâtre, je peux oser être en colère, agressif, amoureux, suspect, provocateur, que sais-je. Oui, parce que le théâtre est le champ de tous les possibles. Hein, donc on peut tout faire sur scène. Sauf ce qu'on appelle le passage à l'acte, c'est-à-dire te faire mal, me faire mal ou casser l'objet. Mais ce que je voulais dire aussi, c'était que qu'on faisait beaucoup de théâtre d'improvisation et que donc dans le théâtre d'improvisation, ça veut bien dire que rien n'est prévu, rien n'est écrit d'avance, il faut tout inventer. Et les choses vont émerger. Et c'est de cette émergence-là qu'on en tirera quelque chose de très positif. Oui, eh bien, je vous remercie, Serge Minet, Poupée Bormann, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes l'auteur de 2 livres. Le premier s'intitule « Le plaisir du jeu, entre passion et souffrance », ouvrage publié à Paris chez l'Harmattan. Et le second, toujours de Serge Minet, « Du divan à la scène, dans quelle pièce je joue » aux éditions Mardaga, Pierre Mardaga, à Liège. Oui. Merci pour votre présence. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt.